Alors, je vous l'apprends, si vous étiez dans une grotte, mercredi soir, l'équipe de France de foot, emmenée par Didier Deschamps, s'est qualifiée pour sa quatrième finale de la Coupe du Monde en 24 ans. Comment expliquer cette mise au premier plan récente de la sélection française? Pourquoi les Français gagnent-ils à la fin? Je sais qu'avant, on disait que c'était l'Allemagne, mais c'est semble-t-il de moins en moins le cas en foot. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Ali Mousser. Bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur technique régional de la Ligue d'Île-de-France de football. François Darocha-Cornero, vous êtes chercheur en histoire contemporaine. On vous doit de nombreux ouvrages sur l'histoire du football, les Bleus et la Coupe de Copa à Mbappé aux éditions du Détour et l'histoire de France en crampon, toujours aux éditions du Détour. François Darocha-Cornero, quand cet amour de la France pour le foot s'est-il noué? Quelles en sont les différentes étapes? Pour faire vite, bonjour d'abord. Pour faire vite, on peut distinguer certainement 3 phases. Il y a la Première Guerre mondiale qui permet de populariser le football et en même temps de démocratiser le recrutement des joueurs et en particulier des joueurs de haut niveau et donc sortir d'un entre-soi, qu'on pourrait qualifier de bourgeois, d'enfants du patronat et d'enfants des boutiques, employés commerçants. Parce qu'à Heu l'origine, c'était un sport bourgeois. C'est plutôt un sport pratiqué par des classes aisées, parce qu'elles pratiquent, elles fréquentent les lycées, et c'est là qu'on pratique d'abord ce football, parce qu'elles sont anglomaniaques, anglophiles, et elles cherchent à suivre finalement la mode anglaise et la mode éducative anglaise, puisque c'est aussi dans les collèges qu'on voit la naissance du football moderne. Plus que le rugby à l'époque? Non, 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 comparativement, c'est certainement assez proche finalement, mais le football est plus simple de fait à pratiquer, est plus simple à comprendre dans ses règles. Donc ça, c'est un premier temps. Ça, c'est vous qui le dites. Si, globalement, c'est quand même beaucoup plus simple. Presque instinctif Le hors-jeu, par parfois. exemple, c'est pas... Non, c'est très très facile à comprendre finalement. Le deuxième temps, ce serait les années 70 pour faire rapidement, pour dire rapidement. Les années 70, c'est à la fois de la médiatisation. L'ORTF s'intéresse enfin aux matchs de foot, alors que pendant toutes les années 60, la fédération ne cesse d'essayer de convaincre l'ORTF de diffuser un match en entier déjà. Souvent, on diffuse alors quelques minutes lorsqu'il y a un trou dans la case dans la journée. Et dans les années 60, le football est en très forte concurrence avec le rugby qui remporte des victoires, ce qui n'est pas le cas trop du football français. Justement, les victoires, c'est un deuxième point des années 70 à retenir. Il y a l'épopée verte, le club de Saint-Étienne qui fait de beaux parcours en Coupe européenne, qui rend ainsi le football plus populaire. Et puis, dans le même temps, il y a aussi tout un système de formation qui est mis en place, à la fois de formation et de professionnalisation. Le football est professionnel depuis 1932 en France, officiellement, mais en fait, il devient un véritable métier auquel on se forme et dont on peut sortir à partir grosso modo, de la charte du football professionnel qui est adoptée en 1973. Et tout un ensemble de centres de formation se met alors en place, à la fois national avec l'INF de Vichy, l'Institut national du football, et local par les clubs qui en ont les moyens. Et de fait, ça permet de garantir une meilleure qualité des joueurs, une meilleure qualité du football. Et puis là, le troisième point dans les années 70, c'est aussi ces succès d'une équipe de France qui tourne autour d'un joueur clé, qui est le meilleur joueur du monde à ce moment-là, Michel Platini, avec un sélectionneur qui cherche la vérité du football français, pour reprendre son expression, et qui la trouve à l'occasion, par hasard, de la Coupe du Monde 1982 en Espagne, à savoir le carré magique. Maintenant, un troisième temps, c'est la fin des années 90, le milieu des années 90, avec l'arrêt Bosman, qui ouvre le marché du recrutement des clubs européens, qui permet ainsi à de nombreux joueurs français d'aller évoluer dans d'autres championnats que le championnat de France, et de se confronter ainsi à d'autres logiques, à d'autres cultures du football. Alors, lorsque l'on regarde les chiffres, l'arrêt Bosman n'a peut-être pas été une révolution pour l'ensemble des footballeurs, et c'est ce que montre très bien Manuel Chotet dans son livre récent La valeur du footballeur, pardon. Mais pour ce qui est du footballeur de haut niveau, celui qui est sélectionné en équipe de France, là, il y a une véritable révolution, puisque quasiment du jour au lendemain, on se retrouve avec une équipe de France composée à majorité de joueurs évoluant dans un championnat étranger.
Ce qui est effectivement quelque chose de significatif. Et il y a autre chose qui frappe Ali Mousser lorsque l'on voit les chiffres du football amateur, de la manière dont ce sport est devenu une passion française. Il y a 2 millions de personnes licenciées en foot. Alors bon, c'est un chiffre dans l'absolu ne signifie pas grand-chose, mais si on le compare par exemple avec le million de licenciés en tennis, ou alors encore pire, 244 000 licenciés de rugby, on voit que c'est véritablement un sport qui suscite un engouement chez les jeunes. Vous qui êtes au cœur de ce dispositif, par exemple, comment se traduit cet engouement? Qui sont les jeunes que vous voyez commencer dès leur plus jeune âge sur le terrain? Alors effectivement, la hausse des licenciés n'a cessé d'augmenter. Alors on peut aller plus loin sur les chiffres, dire que si on a bien plus de 2 millions de licenciés à la fédération, mais si on rajoute les pratiquants, on arrive à près de 6 millions, puisque bon, tout le monde ne rejoint pas un club et ne prend pas une licence pour pratiquer le football. Alors c'est vrai qu'il y a, je rejoindrai notre historien sur une date qui est 1970, qui est une date importante pour la fédération, puisque ça a été l'arrivée de Georges Boulogne au poste de directeur technique national. Ça a été créé en 70 et la première chose qu'il a fait, c'est de contraindre les clubs professionnels à créer des centres de formation, puisque sinon il ne l'aurait pas fait. Et d'ailleurs, il les a réellement contraints en leur indiquant que si ils n'organisaient pas cette formation, il leur retirait le statut professionnel. Pourquoi c'est important de créer des centres de formation? Alors, parce que il est essentiel, comme toute autre activité, de former les jeunes, les futurs talents. On sait que la formation est un outil essentiel pour atteindre des hauts niveaux de performance. Et la création de ces centres de formation, donc en 1970, on a une autre date importante. Vous parliez des pôles. C'est 1990, la création de l'INF Clairefontaine, qui est un pôle de préformation. À partir du moment où les clubs professionnels ont pris en charge la formation de leurs joueurs, la fédération, elle, s'est souciée de la préformation, qui est un âge charnière entre 13 et 15 ans. Mais c'est-à-dire, vous voulez détecter à quel âge les joueurs... Nous, les joueuses... pour ce qui est de l'institution fédérale, donc les cadres techniques, on a plus de 254 techniques sur le territoire français, 26 en Île-de-France qui, en plus de leur activité d'accompagnement de nos 1100 clubs en Île-de-France, aident à la structuration des clubs, forment les éducateurs, une activité aussi importante de la fédération et qui aussi participe à la qualité des joueurs français, et puis détecte les jeunes talents et les oriente vers la structure de formation. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, vous, Ali Mousser, vous êtes directeur technique régional de la Ligue d'Île-de-France. Et alors, l'Île-de-France, 8% des joueurs des 5 principaux championnats européens sont originaires de la région parisienne. Et donc là aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec étonnement. Ça veut dire que l'Île-de-France est pratiquement la Mecque du football mondial. Oui, alors ça, là également, c'est assez incroyable et c'est des chiffres qui sont en constante augmentation, puisque bon, on est un petit peu en concurrence avec Sao Paulo. La seule différence qu'on peut faire avec cette région brésilienne, c'est qu'en Île-de-France, il y a 12 millions d'habitants, Sao Paulo, c'est 42 millions. Et pour autant, on est bien devant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le football brésilien exporte ses joueurs partout sur la planète. Et si on compte le nombre de joueurs brésiliens professionnels en Europe, ils sont bien loin devant les Français. Mais par exemple, alors, ils sont dans tous les pays européens et dans les championnats de seconde zone. Par contre, si on resserre sur les 5 grands championnats européens, Espagne, Italie, France, Angleterre et Allemagne, là, les joueurs français sont plus nombreux et les joueurs franciliens sont les plus présents. François Darocha Cornero, ça c'est quelque chose de nouveau quand même, le fait qu'il y ait une telle prééminence, 8% des joueurs donc des 5 principaux championnats européens qui viennent de France. J'imagine que ça n'était pas le cas il y a 40 ans. Non, c'est probablement nouveau et c'est le résultat direct en effet de la politique de formation qui a pu être menée, qui est extrêmement dure pour les jeunes, pour les joueurs. Enfin, c'est un sociologue, Hugo Juskoviak, qui a pu montrer 1 pour 1000, le titre de sa thèse. C'est le nombre d'enfants qui entrent en centre de formation et qui devient
qui deviennent joueurs professionnels, il n'y en a que 1 pour 1000. Mais ça, est-ce que ça n'est pas le cas dans tous les sports? Parce qu'on sait que ça s'est professionnalisé, que les techniques de formation, d'entraînement, l'alimentation, enfin tout est aujourd'hui extrêmement scruté. Peut-être que c'était moins le cas auparavant. Qu'en pensez-vous? C'est peut-être le cas dans d'autres sports, mais la concurrence est telle aujourd'hui que pour le football, ça prend des proportions impressionnantes. Avec des enjeux importants. Ali Mousser, et il y a un type d'entraînement français. Est-ce que les techniques que vous appliquez sont spécifiques? Puisque j'ai cru comprendre, par exemple, que les Marocains s'étaient beaucoup inspirés de la manière dont l'équipe de France est entraînée. Alors effectivement, on a un modèle de formation en France qui nous est envié, qui nous est copié, aussi bien de formation du joueur que de formation des entraîneurs. Et vous parliez du Maroc, Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, je connais parfaitement puisque j'ai eu l'occasion de l'avoir en formation ici en France. Et d'ailleurs, il m'a envoyé un petit message après sa qualification, me remerciant du temps passé et de la formation qu'il a passée avec nous ici en Île-de-France. Alors c'est un francilien, hein, il vient de Corbeil. Mais la fédération a toujours travaillé fortement et la DTN aujourd'hui pilotée par Hubert Fournier réforme la formation de façon continue. Mais vous leur faites faire quoi de spécifique à ces joueurs? Aujourd'hui, on a une approche différente de ce qu'on a pu avoir dans les années 80 et la formation que moi j'ai reçue en tant qu'entraîneur, qui était une formation où on attendait un entraîneur très directif. On collait au principe militaire de l'armée, puisque le football s'est construit aussi au bataillon de Joinville, où Roger Lemaire a beaucoup pratiqué. Et aujourd'hui, on est sur une approche beaucoup plus interactive avec nos joueurs, plus participative, où on encourage la prise d'initiative de nos joueurs, et on a une approche pédagogique qui est beaucoup plus complexe pour l'entraîneur, mais qui porte ses fruits aujourd'hui. Tiens, quoi, ils sont plus autonomes, les joueurs? Tout à fait. Ils sont en prise de responsabilité. Ils se soucient, mais c'est aussi la jeunesse d'aujourd'hui. Avant, on nous demandait de faire 2 tours de terrain. En tant que jeune, on faisait 2 tours de terrain sans se poser de questions. Aujourd'hui, le jeune, il faut que c'est du sens pour lui. Donc, donc il s'intéresse à l'entraînement. Et puis, la médiatisation et toutes les émissions de football aujourd'hui font que nos jeunes joueurs ont aussi une culture théorique du football. François Darrocha-Cornero, est-ce que c'est pour ça aussi que les footballeurs passent de plus en plus pour de fortes têtes, de fortes personnalités, on dit des individualités au sens footballistique du terme? Des fortes têtes, il y en a toujours eu en équipe de France, en tout cas, dans le football français, et depuis le début du XXe siècle. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la médiatisation de ces coups de gueule, éventuellement, qui peut être une médiatisation positive ou acceptée, tel le cas de Kylian Mbappé il y a 2 mois, avant la Coupe du Monde, et sa querelle sur l'image avec la Fédération française de football, ou beaucoup moins acceptée, telle la grève de Naïsna. Ça, c'est la médiatisation qui... En 2 mots, ce que c'était cette grève de joueurs qui, effectivement, avait choqué à l'époque. Qui avait choqué, alors qu'ils manifestaient juste le soutien envers un de leurs camarades qui avait été injustement renvoyé du groupe, parce qu'il aurait prononcé des mots qu'il n'a pas exactement prononcés, qui ont fuité dans la presse. Et voilà, on a un vulgaire conflit social qui est devenu une affaire d'État et qui a été aussi récupéré par le pouvoir en place à ce moment-là, qui était un pouvoir qui avait installé aussi un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et qui a pu se saisir du football et de l'équipe de France en particulier. Le président était Nicolas Sarkozy. Voilà, qui a pu s'en saisir pour faire de la politique. Pour faire de la politique, voilà. Quelle était votre question? La politique, mais justement, ces fortes têtes, parce qu'elles sont aujourd'hui fortement médiatisées, vous le dites, il y a aussi l'idée que le footballeur Ali Mousser, j'imagine que c'est cela qui attire les jeunes, bénéficie d'un prestige particulier, puisque on est beaucoup plus capable de citer des noms de footballeurs que des noms, par exemple, de rugbyman. Oui, tout à fait. Alors bon, la médiatisation outrancière aujourd'hui, je trouve, crée aussi des difficultés, puisque que les enfants rêvent d'être joueurs professionnels, c'est tout naturel. Mais bon, aujourd'hui, moi, je vois sur les opérations de détection que l'on organise, on est contraint aujourd'hui d'être extrêmement attentif au processus que l'on met en place, puisque moi, j'ai reçu, par exemple, c'est une anecdote, j'ai reçu un courrier un jour d'un avocat qui remettait en cause une détection qu'on avait organisée pour un enfant. Un parent avait pris un avocat.
Et là, j'ai été choqué, puisque je me suis dit quand même qu'on en arrive à là. Alors que nous, bon, les jeunes, on les suit sur plusieurs années. Et quand un jeune passe à travers d'une phase de détection, on le revoit. L'éducateur nous appelle, on le reprend. On n'a aucune urgence à sélectionner les joueurs. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les parents sont souvent plus en attente des fois que le jeune la réussite. Ce sont les parents qui mettent la pression aux enfants. Alors ça peut arriver, mais ça reste à la marge. Mais il suffit que ça arrive une fois ou deux pour que déjà ça soit excessif. Et moi, d'ailleurs, là, j'ai un rendez-vous bientôt avec la direction, avec Hubert Fournier et la direction technique nationale pour retravailler sur le schéma de détection en Île-de-France qui doit être différent. Mais alors, quand on est footballeur international, j'ai cru comprendre qu'on gagnait bien sa vie. Lorsqu'on est dans des clubs de seconde division, est-ce qu'on peut, malgré tout, là aussi... Oui, là, vous faites bien d'en parler, parce que il faut donner des chiffres clairs. En moyenne, aujourd'hui, le salaire d'un joueur professionnel en Ligue 1, c'est aux alentours de 70 000 euros. Mais ce sont des carrières très courtes. 5, 6, 7 ans pour la plupart. Si on redescend en Ligue 2, on a des salaires aux alentours de 15 000 euros. Et voilà, il faut savoir que les joueurs 15 000 derrière, euros, c'est encore... ils arrivent à boucler leur fin de mois quand même. Voilà, oui, mais bon, pour autant... Mais c'est très court, c'est ce que vous dites. C'est très court, et le joueur professionnel, dans sa famille, souvent, c'est des jeunes qui viennent de classes plutôt populaires, et donc il doit aider aussi souvent sa famille. Donc ces sommes-là, moi je fais aussi de la formation d'entraîneur, et je vois ces joueurs professionnels qui viennent ensuite passer leur diplôme d'entraîneur, et qui souvent sont dans des situations financières compliquées. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer à comprendre comment la France est devenue cette grande patrie du football. Nous serons donc avec vous, François Darocha-Cornero. On vous doit par exemple l'Histoire de France en crampon aux éditions du Détour. Ali Mousser, je rappelle que vous êtes directeur technique régional de la Ligue d'Île-de-France. Et je rappelle que l'Île-de-France est le vivier des meilleurs joueurs professionnels de foot au monde. Vous serez rejoint par la directrice des sports de Radio France, Nathalie Iannetta, 8h sur France Culture. Vous le savez, l'équipe de France est en finale au mondial de foot. C'est un peu la concordance des temps, puisque je vous annonce également que France Culture lance aujourd'hui une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux. Ils l'ont vécu, une nouvelle saison qui sera cette fois consacrée à la victoire des Bleus du 12 juillet 1998, une journée de sacre pour l'équipe de France de foot. C'est un podcast qui est produit par Noureddine Zidane et réalisé par Éric Lancien, et qui est donc d'ores et déjà disponible sur l'appli Radio France, sur le site de France Culture. Mais pour la victoire possible, future, dimanche prochain, nous sommes en compagnie de François Darocha-Cornero, chercheur en histoire contemporaine. On vous doit les Bleus et la Coupe aux éditions du Détour et l'Histoire de France en crampon. Nous sommes aussi avec Ali Mousser, directeur technique régional de la Ligue d'Île-de-France de foot, puisque la région Île-de-France est la principale région footeuse au monde. Et puis nous sommes en duplex avec Doha, avec Nathalie Iannetta. Bonjour Nathalie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes directrice des sports de Radio France, de tous les sports. Et alors, justement, Nathalie, si on fait une tentative de comparaison de notre niveau en foot, si on le compare aux autres sports, est-ce qu'il y a d'autres sports où nous sommes excellents, ou bien au contraire des sports où nous avons des faiblesses particulières? Qu'en pensez-vous, Nathalie? Il y a un sport qui est meilleur encore que le foot en France, c'est le hand, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une régularité de métronome depuis plus de 25 ans. Les garçons et maintenant les filles se mettent à quasiment tout gagner, championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux olympiques. C'est 25 ans d'une machine de hand à la française, avec, je l'ai dit, cette double spécificité que même les filles sont au niveau. On est double champion olympique en hand, les filles comme les garçons. Donc oui, le hand, c'est encore plus fort
que le foot. Après, c'est vrai qu'on a quand même une petite, je sais pas, on a une tendance sport-co en France. On est très bon au rugby. On espère être champion du monde, par exemple, à la maison l'année prochaine. Et puis, évidemment, le volley, on est aussi champion olympique de volley. On est vice-champion olympique de basket. C'est une terre de basket. La France est un peu comme l'Espagne, d'ailleurs, si on met à part les États-Unis. Donc oui, en sport-co, il y a le hand et le foot et le reste, ça c'est vrai. Et ça écrase un petit peu, allez, faut le dire, les sports individuels, même s'il y a le judo, même s'il y a l'escrime, même s'il y a le cyclisme, quelles que soient les catégories d'ailleurs dans lesquelles les cyclistes évoluent, hommes et femmes aussi. On est quand même un pays collectif de sport co, ouais. Donc, une explication, peut-être la distinction entre les sports collectifs et les sports individuels. Ali Mousser, lorsque vous recevez donc ces jeunes qui veulent devenir footballeurs, ces jeunes qui sont aujourd'hui recherchés par le monde entier, puisque les sélectionneurs de toutes les équipes d'Europe viennent en France faire leur marché, est-ce qu'il y a là aussi une variable explicative, la manière dont vous les entraînez? Vous nous avez expliqué qu'ils étaient de plus en plus autonomes, qu'aujourd'hui on avait un entraînement qui donnait une marge de manœuvre plus grande aux joueurs. Aussi peut-être, je ne sais pas, la culture française des sports collectifs ou de la collectivité? Oui, alors effectivement, je vous parlais de la formation des entraîneurs. On a des entraîneurs extrêmement bien formés. On a eu une réforme qui a transformé l'approche de l'entraînement. Aujourd'hui, alors on avait une approche, pour ne pas être trop technique, où on avait une formation analytique du geste technique. Donc le jeune, quand il arrivait au club, on lui enseignait d'abord l'ensemble des gestes techniques et ensuite on lui permettait de faire des matchs. En gros, pour résumer. Aujourd'hui, on a une approche plutôt globale, dans le sens où le jeu est au cœur de la formation du joueur français. Et ça, c'est une nouveauté. C'est plus compliqué pour les éducateurs. Mais en parallèle de ça, la DTN a construit un parcours de formation qui nous est envié partout. Voilà. Alors, pour ce qui est de la différence peut-être avec les autres sports, pour montrer aussi la qualité de ce que fait le football, c'est que le football est pratiqué partout. Et on a plus de pays affiliés à la FIFA qu'à l'ONU, par exemple. Donc, pour être bon dans le monde, aujourd'hui, voilà, il faut être vraiment au-dessus. Mais un bon joueur de foot, je vais vous poser une question extrêmement basique. C'est quelqu'un qui court bien, qui a de bons gestes techniques, ou bien au contraire qui a une bonne intelligence du jeu? Dites pas tout à la fois, hein, essayez de hiérarchiser. Alors, bon, le premier point que l'on observe chez les jeunes joueurs, c'est la qualité technique. En fin de compte, il y a deux qualités qui sont essentielles quand même pour réussir au plus haut niveau, qui sont prioritaires. C'est la technique et la vitesse. Ça vous permet quand même déjà d'avoir un petit temps d'avance sur les autres. Après, il y a les qualités athlétiques qui sont aussi présentes, et puis à très haut niveau, et on le voit, la difficulté qu'on a eue face à l'Angleterre ou le Maroc, par exemple. Comment le Maroc se retrouve à ce niveau-là de compétition si les aspects mentaux ne sont pas essentiels pour performer au plus haut niveau? Pourquoi? Parce qu'on a moins la gagne? Non, du tout. Je pense que le Maroc, une dynamique a été créée par le coach. Et là, quand on parle aussi de la qualité des sélectionneurs, Didier Deschamps, je pense qu'on l'a tous vu se transformer et s'adapter, avoir une approche différente aujourd'hui avec les jeunes joueurs qui ont des codes différents. Et il faut réussir à créer cette dynamique en sport collectif. Ça dépasse la qualité individuelle. François Darrocha-Carneiro, est-ce que là aussi, le joueur français, son évolution de Copa Mbappé, je reprends le titre de l'un de vos ouvrages, est-ce que ça a beaucoup varié? Ça a varié inévitablement, mais c'est lié non seulement à la formation, mais aussi aux individus auxquels on est confronté. Copa n'est pas Mbappé, et Mbappé n'est aucun de ses partenaires. Donc, c'est Alors, évident. Mbappé, il est très bon parce qu'il est très technique, très rapide aussi. Oui, en particulier, mais aussi une intelligence de jeu, une intelligence de placement, une gestion aussi de la personne, de ses capacités physiques, de ses aptitudes physiques, même s'il semble se donner beaucoup dans la plupart de ses matchs. Il y a aussi la gestion du corps qui est à prendre en compte. Il y a évidemment Gestion le du mental. corps, qu'est-ce que vous voulez dire? On ne peut pas courir à 36 km/h pendant 95 minutes. À peu près une durée moyenne de match de football. Donc il faut à certains moments savoir... Est-ce que vous avez des pointes à 36 km/h? Oui, Kylian Mbappé en a fait.
Oui, alors bon, c'était les chiffres qui ont été relevés, c'est assez exceptionnel quand même, hein. Effectivement, Kylian aujourd'hui. Mais bon, moi j'ai eu la chance d'avoir Kylian à 14 ans sur les sélections régionales, parce qu'une bonne partie de ces joueurs passent d'abord par les sélections départementales et régionales. Et donc en Île-de-France, on en voit passer énormément. Et quand on parle de former les joueurs, moi je dirais plus qu'on les accompagne, parce que ce sont des jeunes qui souvent ont énormément de talent dès le plus jeune âge. Nathalie Yanetta, qu'en pensez-vous? Oui, je suis assez d'accord avec le fait qu'ils ont une diversité de qualité, les joueurs français, et c'est peut-être là aussi une grande différence avec les autres pays. Moi, je me souviens très bien en 1998, lorsque la France est pour la première fois enfin championne du monde, les Allemands, qui pourtant ont un palmarès mondial largement supérieur aux Français, se disent mais qu'est-ce que c'est leur secret? Comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir des profils aussi différents, avec des armoires à glace, des joueurs ultra techniques, des rapides, des joueurs qui se placent. Et donc la fédération allemande a découvert Clairefontaine. Elle est allée voir cette formation à la française. Elle a pris toutes les recettes, elle est rentrée en Allemagne, elle a dit maintenant on va faire comme ça. Et ça a donné 10 ans plus tard la formidable génération allemande 2010, qui elle aussi est devenue rapide, technique, toujours athlétique, mais pas que. Donc il y a aussi ça chez nous, c'est que les éducateurs comme Ali, ils ont des talents bruts qu'ils détectent partout en Île-de-France, qui est la région numéro 1 au monde quasiment. Et ensuite, ils s'adaptent à ces talents-là et ils arrivent à développer la qualité du joueur intrinsèque et à le mettre dans le collectif. Ils ne le changent pas, ils n'essayent pas de le faire rentrer dans un moule qui n'est pas le leur. Et ça ressemble au bout du bout à ce que fait Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il s'adapte lui aussi à la qualité de l'effectif qui est le sien. On a beaucoup dit avant cette Coupe du Monde, il va jamais y arriver, il y a que des blessés, les cadres sont plus là, etc. Pas du tout, il a réussi à prendre et faire avec ce qu'il avait, ce qui n'est pas rien quand même, ce qu'il a au départ sur le plateau, je suis d'accord, mais quand même, pour associer les meilleurs à leur poste, à essayer de les faire un tout petit peu évoluer, et ça donne une deuxième demi-finale consécutive pour l'équipe de France. Ali Mousser, c'est d'ailleurs une question que je me pose. Ce sont des joueurs qui, finalement, ne jouent pas tout le temps ensemble, puisqu'ils sont généralement éclatés dans d'autres clubs. Comment réussir à avoir un sens du collectif avec des gens qui se voient peu? Comment vous faites en tant que coach, en tant qu'entraîneur? Alors, quand les joueurs viennent en sélection, d'eux-mêmes, ils s'imposent un niveau de concentration extrêmement élevé. Et les bons joueurs entre eux, ils se comprennent. Les bons joueurs entre eux se comprennent. Quand on a associé, on avait toujours l'inquiétude de l'association entre Karim Benzema et Mbappé et Griezmann, et on a vu que rapidement ils se trouvent les yeux fermés. Donc le football, c'est aussi un langage quand on maîtrise pas trop, on le comprend pas, mais quand on est initié, ça pose aucun problème. Donc même lorsqu'on se voit peu, il y a aussi un autre facteur, François Darocha-Carneiro. Là, c'est du côté de l'histoire, peut-être de l'histoire post-coloniale, le fait qu'il y ait aujourd'hui en France, mais aussi au Maroc, on l'a vu avec cette demi-finale entre les deux pays, des liens avec des pays qui ont été des colonies, des échanges incessants. Tout cela contribue aussi à la qualité de l'équipe de France. Oui, indéniablement, des échanges qui peuvent aussi concerner des pays qui n'ont pas été d'anciennes colonies. Dans les 4 équipes, dans les 4 sélections qui ont participé aux demi-finales, Argentine, Croatie, Maroc et France, il y a des joueurs qui évoluent dans le championnat français. Donc c'est aussi une marque et qui n'ont pas été systématiquement formés en France. Donc c'est aussi une marque de la qualité et de l'enrichissement du football français. Mais de fait, ces contacts réguliers avec certaines fédérations. On évoquait tout à l'heure le Maroc. Beaucoup de joueurs marocains sont passés par l'Académie Mohamed VI, qui est une création marocaine, mais fondée sur des techniciens qui sont en fait soit français, soit franco-marocains, ou en tout cas qui ont hérité du système de formation français. Donc oui, il y a cet enrichissement par un extérieur proche. Ali Mousser.
Oui, alors effectivement, quand on regarde les chiffres, alors pour ce qui est de l'Île-de-France en particulier, on a 26 joueurs qui sont aujourd'hui à Doha, au Qatar, sur la Coupe du Monde, qui ont pris leur première licence en Île-de-France, dans un club francilien, ce qui est assez incroyable. On a des joueurs sur 7 sélections. En plus, enfin 6 sélections en plus de la France. Mais alors justement, l'idée, donc le mythe de Bondy, il y a d'autres clubs aussi en banlieue parisienne, le FC Montfermeil par exemple. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça veut dire que concrètement, quand on est fils de bourgeois, c'est compliqué de bien jouer au foot? Non, alors pas du tout, c'est pas compliqué. En fin de compte, comme toute activité, il faut déjà avoir des prédispositions pour réussir. Ça, Il y a un physique de footballeur? Non, il n'y a pas de physique de footballeur. Il y a des grands, des petits, voilà. Non, vraiment, le football laisse la place quand même de footballeurs. À tous les profils. Après, comme tout, il y a énormément de travail. Et ça, on s'en rend pas trop compte. Et moi, c'est toujours un peu mon inquiétude. Aujourd'hui, quand je réunis des joueurs sur les sélections, et samedi, je réunis les tout meilleurs U15, donc ce sont les futurs joueurs de l'équipe de France pour certains. Aujourd'hui, je commence par je parle pas football quand je commence. Parce que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les normes d'entraînement aujourd'hui proposées par les clubs, les jeunes s'entraînent 3-4 fois par semaine, plus la compétition. C'est trop? C'est beaucoup quand la scolarité n'est pas aménagée. Et malheureusement, on a des jeunes qui sacrifient leur scolarité collège pour pouvoir répondre à ces entraînements, malgré que la fédération, en plus des pôles, en plus des centres de formation des pôles espoirs, développe aussi des sections sportives scolaires qui permettent un emploi du temps aménagé. On en a plus de 80 en Île-de-France, mais il n'en reste pas moins que beaucoup de jeunes sacrifient leur scolarité, et ça, c'est plutôt inquiétant. François Darrocha, Carnero. Ah, Nathalie Yanetta, vous voulez... Oui, moi pardon mais je pense que Ali vient de dire exactement ce qui ne va pas dans la formation à la française. C'est quand même terrible de dire ça alors que tout va bien et que c'est encore une fois la meilleure du monde. Mais il y a ce truc-là à côté sur la gestion mentale et psychologique de nos jeunes et sur leur double projet. On ne peut pas les lâcher comme ça. Il faut leur donner une structuration mentale. Il faut les aider à grandir aussi dans la culture, dans ce qu'ils doivent acquérir comme base essentielle. Or, on en fait des champions très très tôt. L'exigence, elle est énorme. Alors vous allez me dire, au bout du bout, ceux qui réussissent, du coup, ils sont quasiment champions du monde. Ils ont quasiment l'assurance d'être champions du monde. Sauf que ça va pas. En vrai, ça va pas. La formation, on a les meilleurs éducateurs du monde et vraiment, c'est un coup de chapeau. Si la France est championne du monde dimanche pour la 2e fois consécutive, il faudra évidemment dire bravo aux joueurs. Il faudra évidemment dire bravo à Didier Deschamps. Mais en fait, il faudra dire bravo à tous les éducateurs de tous les petits clubs dans lesquels nous laissons nos filles et nos garçons chaque mercredi quand ils commencent et puis après plusieurs fois par semaine, parce que c'est leur boulot à eux qui est récompensé et c'est à eux que reviendra ce trophée vraiment, et je le pense du fond du cœur, parce que sans eux, non seulement on n'aurait pas cette formation-là et ce talent-là, mais on aurait des mômes qui seraient partis en cacahuète aussi. Parce que franchement, quand on dit qu'ils viennent tous des mêmes quartiers, c'est un problème. C'est quand même un problème que le seul, dans l'équipe de France par exemple, qui ne vient pas d'une banlieue, on va dire, défavorisée, c'est qui? C'est Marcus Thuram, parce qu'il était à l'US Neuilly, mais évidemment son père c'est Lilian Thuram. Donc moi j'ai eu la chance... Giroud par exemple, Griezmann, ils viennent de... Non, ils viennent de quartiers populaires aussi, en province. Quand je dis la banlieue, c'est pas Paris la banlieue. C'est des quartiers populaires. C'est-à-dire, en gros, on dit aux gamins quand ils ont 10-12 ans, si tu as un petit talent, c'est plutôt au foot que tu vas le développer. On lui dit pas au tennis, on lui dit pas au hand, on lui dit peut-être même pas à l'escrime, mais à l'inverse, ceux qui sont dans des milieux dits plutôt favorisés, on les envoie eux au tennis, on les envoie au golf, on leur fait faire d'autres sports. Moi, je pense que il faut ouvrir des salles de boxe et des terrains de foot dans les banlieues très aisées, et à l'inverse, ouvrir des clubs de tennis, des clubs de golf dans les banlieues défavorisées. On ne peut pas dire à ces gamins que leur seul horizon potentiel, c'est le foot ou rien. Parce que Ali le sait mieux que quiconque. C'est plus souvent rien que le foot dans la masse de ceux qui s'engagent à 12-13 ans. Et on les laisse sur le carreau. Et ça, c'est le seul truc qu'il faut qu'on arrive à changer. François Darrocha, Carnero.
Je rejoins Nathalie Yanetta sur la dénonciation de cette exigence qui finalement laisse peut-être de côté un grand nombre de joueurs. Maintenant, il y a quand même dans l'équipe de France un fils de banquier de Monte-Carlo, de Monaco, à savoir Hugo Lloris. C'est Hugo Lloris, il n'y en a qu'un. Quand même, il y a un fils de prof, c'est Raphaël Varane. Il y a un fils de pharmacien, c'est Aurélien Tchouaméni. Donc il y a quand même des classes relativement aisées qui sont représentées. Maintenant, il est certain que lorsque l'on est dans ces classes-là, on ne va pas parier spécialement sur une carrière de footballeur pour ses enfants. Et ça, on l'observe depuis, en gros, depuis les années 30. On donne souvent l'exemple de Raoul Diagne comme le premier joueur de l'équipe de France noire. Mais Raoul Diagne, c'est surtout le dernier fils de ministre. Donc il y a cette distanciation entre les catégories les plus aisées de la société et ce football d'élite qui est indéniable. Peut-être pas dans des proportions aussi caricaturales. Alors, effectivement, mais il n'en reste pas moins, et Nathalie a raison. Dans les milieux populaires, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, moi, que les enfants rêvent d'être professionnels, ça ne m'inquiète pas. Au contraire, c'est plutôt positif. Mais quand les parents rêvent que les enfants deviennent professionnels, c'est plus compliqué. Mais ça, c'est vrai dans d'autres sports. Il y a eu des scandales dans le tennis. Bien sûr, tout à fait. Bon, mais je pense qu'il faut aussi rappeler le rôle social des clubs. Parce que là, on parle du haut niveau. Mais nos clubs, ils ont leur activité première, elle est sociale. C'est de l'accompagnement, c'est de l'aide aux devoirs. Vous faites de l'aide aux devoirs ? Alors nos clubs font de l'aide aux devoirs, beaucoup de clubs. On parle de Montfermeil, on parle de Drancy, on parle de ces clubs-là font également de l'accompagnement social. Et je sais que pendant la période Covid, les clubs se sont extrêmement mobilisés, faire les courses pour les familles ou les gens isolés. Il y a vraiment, et ça c'est quand même la grosse activité de nos clubs. Et justement, les jeunes qui malheureusement n'accèdent pas à la profession de footballeur, qu'est-ce qu'ils font ensuite, Ali Mousser ? Alors, ce qu'ils font, malheureusement, on n'assure pas un suivi sur tous ces jeunes-là, mais bon, je pense que quand même la grande majorité des parents sont extrêmement lucides, mais il n'en reste pas moins qu'on a une partie de parents qui le sont moins, et puis des enfants qui sont pas toujours bien conseillés aussi, mais bon, voilà, il faut quand même regarder le verre à moitié plein. Nathalie Yanetta, je me tourne vers vous, que je ne vois pas puisque vous êtes à Doha. Je crois que dimanche soir, vous allez être occupée. Qu'est-ce qui va se passer, Nathalie ? Racontez-nous. Alors dimanche, c'est pas un rendez-vous anodin de jouer 2 finales consécutives pour une nation. Et puis c'est pas n'importe quelle finale, c'est face à l'Argentine, et c'est pas n'importe quelle Argentine, parce que c'est l'Argentine de Lionel Messi, probablement le plus grand joueur du monde, à qui il manque un titre, c'est celui-là, celui de champion du monde. Il ne l'aura plus jamais si c'est pas dimanche. Donc, bon, mais Nathalie, entre nous, on a eu un peu de mal face au Maroc. Et on a eu peu d'occasions. Est-ce que vous pensez que là, vous voyez un peu le sens de ma question ? Oui, je vois le sens de votre question. Alors, le truc, c'est que je suis nulle en pronostic. En revanche, je crois que journalistiquement, j'arrive à aligner les faits. Et il se trouve que l'équipe de France, c'est une machine. C'est-à-dire que même si c'est un peu en dessous, même si elle est un peu secouée, même si elle a 20-30 minutes parfois d'inattention sur le terrain, et où évidemment elle peut se faire piéger, même si encore une fois en face, c'est l'Argentine et c'est Messi, je crois que ça va le faire quand même pour les Bleus, parce qu'il y a quelque chose de quasiment inéluctable dans ces joueurs, dans ce système, dans cette mentalité, dans cette concentration aussi. Franchement, en 2018, on les avait vus être... mais c'est même pas heureux qu'ils étaient après leur qualification face à la Belgique pour la finale de la Coupe du Monde. C'était au-delà. Moi, j'étais dans la zone mixte, tout à côté des vestiaires, le soir de la qualification pour la finale, il y a 2 jours. C'était très calme, c'était très concentré. Ils sont focus d'ores et déjà sur cette victoire. Il y a quelque chose qui les habite. Donc, la seule personne, en vrai, qui peut les arrêter, c'est Léo Messi. On verra si un homme seul arrive à se dresser face à l'équipe de France. On en reparlera lundi matin. Merci beaucoup Nathalie Yanetta, merci aux moyens techniques à Doha de Radio France, merci à Martin Troadec. Je vous voyais sourire, Ali Mousser, on va voir si ça va bien se passer. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur technique régional de la Ligue d'Île-de-France de football. Merci François Darocha Carnero. Je rappelle vos 2 ouvrages, Les Bleus et la Coupe, de Copa Mbappé et l'Histoire de France en crampons, tous 2 aux éditions du Détour. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.